Bonjour à tous, c'est Aurélie d'OutlanderAddict.com. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo qui va consister à décrypter le premier épisode de la saison 5 d'Outlander. Petit mot pour les anciens qui me suivent depuis quelques mois maintenant. J'avais décidé de faire une pause après les décryptages de la saison 2. À ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Enfin, je me disais que j'allais simplement regarder la série comme vous tous. Et en fait, après avoir vu le premier épisode, je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que je fasse aussi un décryptage. Donc, bienvenue à vous. C'est une surprise peut-être. Et pour les nouveaux, cette vidéo va consister à décrypter, analyser avec mes émotions, mes oreilles toujours bien ouvertes et aussi mes yeux grands ouverts. J'essaye de capter les petits détails, les anecdotes. Et puis, je vous donne mes ressentis par rapport à ce que j'ai observé dans l'épisode. Pour info, j'écoute le podcast des producteurs de la série, qui est en anglais et qui est diffusé quelques jours après la diffusion de l'épisode. Il y a pas mal de petites anecdotes et d'explications. Et puis, ce qu'il faut également savoir, c'est que j'ai lu les romans. Donc, parfois, ça me permet de faire des comparaisons ou d'avoir des avis par rapport à ce qui est écrit dans le roman et ce qui est fait en fait dans la série. J'éviterai de spoiler, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas lu les romans. Et pour ceux qui sont habitués à mes décryptages, cette formule va être un peu différente de ce que j'ai fait pour les saisons 1 et 2. Il y aura moins d'images, puisque bien sûr les droits et puis les images qui sortent sont celles que Starz diffuse, donc il n'y en a pas beaucoup. Également, ce qui sera différent, c'est que le roman étant très long et qu'il y a beaucoup de libertés qui ont été prises depuis les saisons 3 et 4, surtout avec notamment la présence de Murtock, qui dans le roman est un personnage qui est mort à Culloden. Donc il n'y aura pas de partie spécifiquement dédiée à la comparaison entre roman et série télé, mais je ferai néanmoins des allusions de temps en temps au roman, parce que je ne pourrais pas m'en empêcher, c'est sûr. Et donc, trêve de blabla. Ceux qui ne me connaissent pas et qui souhaiteraient être informés de toutes les sorties des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez, si vous vous baladez un peu sur la chaîne, plein de vidéos en sous-titrées en français, des interviews, voire des scènes coupées des saisons, notamment 1 et 2 pour l'instant. Et puis sinon, on se plonge directement dans cet épisode 1, saison 5, 3 parties. Tout d'abord, mes impressions générales sur l'épisode. Ensuite, je vous dirai la scène que j'ai préférée et ce que je n'ai pas aimé. Et puis, la troisième partie, qui est la plus longue, j'analyse en détail, de manière approfondie, certaines thématiques qui m'intéressent dans l'épisode. Allez, c'est parti. Le décor est planté d'entrée de jeu avec cette scène qui précède le générique où on a un gros travelling sur des paysages de l'Écosse, sur la Librock. Sérieusement, on se demande d'abord ce qu'on fait là. Alors, même si le charme est un peu rompu car on avait eu droit aux 4 premières minutes de cet épisode il y a quelques semaines, mais malgré tout, ça fait quand même un drôle d'effet de se retrouver en Écosse avec un énorme flashback et Jamie, enfant, je sais pas, 7, 8, 9 ans, avec Murtock qui a été largement rajeuni. Ça a été fait par effets spéciaux. Et donc voilà, je trouve que c'est quelque part très très chouette parce que c'est ce qui nous avait quand même tous vraiment beaucoup plu dans la saison 1. C'est l'Écosse qui était quasiment un personnage à part entière. J'en reparlerai. Et puis arrive ce nouveau générique. Alors le thème principal y est, on reconnaît bien notre générique, mais les arrangements sont différents. Là, on a un chœur. Ça sonne, pour moi, ça sonne communauté. C'est plus grave, c'est plus ancré. Je ne sais pas comment dire. On sent cet esprit un peu familial, ensemble, tous ensemble. D'ailleurs, dans le générique, bien sûr, on a de nouvelles images qui seront des images de la saison 5. Et sans rentrer dans les détails de ces images, on voit un microscope, donc on sait qu'il
que Claire, en tant que médecin, va avoir son importance. On voit des images de bataille. Moi, ce qui m'intrigue, c'est cette carte qui semble issue d'un jeu de tarot. Celle-là me pose question. Donc, quand on la verra dans un épisode, on fera les rapprochements et ce sera l'occasion d'en parler. Mais pour l'instant, je me pose plein de questions. Alors, j'en viens au titre de l'épisode. C'est La Croix de Feu, The Fiery Cross en anglais. Bien sûr, c'est le titre du tome 5 de la série des romans de Diana Gabaldon. Mais sinon, à mon sens, ce n'est pas pour rien que ce titre a été choisi pour l'épisode. Parce qu'en réalité, la croix de feu, à l'image, on la voit, elle est dans les 10 dernières minutes, à peu près, il faudrait que je revérifie. Donc ce n'est pas central dans l'épisode, qui est plutôt centré sur le mariage de Brianna et Roger. Et en réalité, pour moi, ce mariage est un prétexte, un joli prétexte, très 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 bien amené, enfin super construit, et le mariage n'est pas mis de côté, hein, je vais en parler dans mes zooms d'ailleurs, mais ce mariage est un prétexte pour poser les personnages dans ce qu'ils sont, et surtout dans leurs relations. Et ce mariage est un prétexte pour poser aussi les intrigues à venir, hein, celles entre Jamie et Murtagh, bien sûr, entre Jamie et Roger, dans leur relation un peu compliqué, on va dire comme ça. Ça pose aussi Claire et son métier de médecin, soignante. Ça pose la question du souhait de Roger de retourner vers le futur. Ça pose aussi la question du traumatisme de Brianna et par rapport à sa découverte que Bonnet est toujours vivant. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans cet épisode, tous les personnages qui nous sont chers sont présents. L'ambiance est clairement joyeuse, on a un sentiment de fête partagée. Il y a aussi beaucoup d'humour. Je me suis surprise un sacré paquet de fois à avoir le sourire aux lèvres. Et donc, dans l'épisode, c'est une vraie volonté de la production de la série, des producteurs, de lier le gathering qui occupe un sacré paquet de chapitres dans le roman. C'est très long, il y a beaucoup, beaucoup de détails. D'ailleurs, beaucoup n'aiment pas particulièrement ces passages-là parce que c'est long. Mais donc, volonté des producteurs de lier le gathering et le mariage pour 2 raisons. Tout d'abord, éviter une répétition dans le sens où ce sont 2 événements qui sont assez proches, puisqu'ils rassemblent des gens qui font la fête, etc. Et puis, deuxième raison aussi, c'est une question de temps. Donc, vous savez que la chaîne Starz a commandé uniquement 12 épisodes pour la saison 5. Faire tenir les 1500 pages du tome 5 en 12 épisodes, c'est un vrai défi, je pense. Et donc, il était absolument nécessaire d'éviter les longueurs et d'essayer de tout faire tenir dans 12 épisodes. Et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est bien fait et c'est très, très malin. Quoi dire d'autre dans mes impressions générales? J'en parle toujours quasiment dans mes décryptages, mais là, encore une fois, la musique de Bernard Creary, un subtil mélange de sons nouveaux, de choses nouvelles, et puis de morceaux anciens qu'on avait déjà découverts dans les saisons précédentes, et je pense notamment à la musique de l'épisode 9 de la saison 2, Je suis prêt, avec ce chœur d'homme qui est absolument magnifique. Et puis on a aussi le chant de Roger à la guitare, cette chanson de Nat King Cole qui est vraiment formidablement interprétée. Alors, j'ai eu la curiosité, faites-le aussi si vous voulez, d'écouter la version originale de Nat King Cole. Je préfère celle de Roger, franchement, elle est magnifique. Et elle sert de support à de belles scènes dans l'épisode. C'est un beau montage, j'aime bien. Ce qui est à relever aussi et qui vraiment est très beau, et on se retrouve un peu plongé comme dans la saison 1, c'est la cinématographie, le soin qui est porté aux couleurs. Les oppositions, notamment entre le bleu et l'orange, sont très belles et récurrentes dans l'épisode. Ce qui est chouette aussi, c'est les différents parallèles qui sont faits avec les 2 premières saisons, saison 1 surtout, mais saison 2 aussi. Ce plan sur la rivière qu'on avait déjà retrouvé dans un des épisodes de la 2e moitié de la première saison.
les parallèles qui sont faits avec le roman et des scènes qu'on avait regretté ne pas avoir en saison 4 qui ont été subtilement mises là dans cet épisode 1. Et j'ai encore envie de parler d'une dernière chose dans mes impressions générales, c'est les décors. Franchement, Fraser Ridge, c'est cette grande maison, l'emplacement où elle a été montée, c'est juste magnifique. Enfin, ça autorise des plans superbes. Et d'ailleurs, on voit que cette maison est encore en chantier au moment de ce premier épisode. Et dernière chose, les costumes. Donc, nouvelle costumière sur la saison 5. Hein, ça avait été jusque-là la femme de Ron Moore, hein, Terry Dresbach, qui a cédé sa place à une Écossaise, Trisha Biggar. Et comme le dit Sam Ewan dans une interview, on sent légèrement la différence, mais c'est pas non plus un revirement total et un virage à 180 degrés. Il y a une autre touche, ça se ressent, mais ça gêne pas, hein, on se laisse encore porter. Et toujours dans la catégorie un peu costume, moi je voulais parler des perruques. Autant celle de l'année passée était horrible, notamment celle de Jamie. Là, on revient à quelque chose d'un peu plus chouette, hein, pour les acteurs et pour les personnages. Allez, on passe à la suite. La rubrique suivante, c'est donc ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Ma scène préférée commence à l'ouverture de la malle de Jamie et cette musique, j'en parlais tout à l'heure, en toile de fond qui commence tout doucement et qui s'amplifie au fur et à mesure que Jamie retrouve ses racines, retrouve ses accessoires d'Écossais. La malle cloutée, je me demande si on ne l'a pas déjà vue dans un autre épisode. Franchement, je me suis posé la question. J'ai un peu passé en revue les épisodes auxquels je pensais. Je ne l'ai pas retrouvé, donc peut-être que je me trompe. Mais je suis sûre que certains fans sauront me dire ça avec précision, si jamais elle existe dans d'autres épisodes. Et donc cette musique, hein, c'est la musique de l'épisode Je suis prêt, celui dans la saison 2 où Jamie prépare les hommes du clan Fraser à la bataille, hein, à la guerre, et à la bataille de Prestopins qui arrive dans l'épisode suivant. Et donc on retrouve ce tartan, le tartan Fraser avec le liseré rouge, la dague que Jamie avait utilisée notamment dans la saison 1. Cette détermination dans le regard. Et j'aime cette scène et j'aime tout ce qui suit en fait jusqu'au discours de Jamie devant la croix de feu. Avec ses explications sur le sens de cette croix. Donc ça, c'est les explications aussi bien pour les gens de Fraser's Ridge, mais aussi pour nous, téléspectateurs. Et ça, c'est repris d'un chapitre du tome 5, le chapitre 24, pour ceux qui ont les livres et qui veulent aller relire. On retrouve aussi Jamie avec ses bottes, la broche Fraser avec l'emblème. C'est vraiment une très très belle scène. On retrouve ce Jamie aussi leader, hein, avec son autorité naturelle et cette capacité qu'il a à rassembler les gens autour de lui et sans que son autorité soit finalement remise en cause. On aime Jamie comme ça et moi franchement ça m'a réchauffé le cœur d'entendre cette musique surtout. Alors pour la petite histoire, la croix qui est enflammée, hein, c'est l'oncle de Sam qui l'a fabriquée. Il est spécialisé dans les sculptures en branches de saule. Si vous voulez voir, il y a une petite vidéo qui circule, je l'ai mise sur ma page Facebook où il y a un petit reportage de 2 minutes, voilà, sur cet oncle qui fabrique ces sculptures en saule. C'était la petite parenthèse. Ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les réactions des Anglais, là, des tuniques rouges lorsque Jamie débarque en kilt et qui fait ce discours très rassembleur. C'est énorme. Alors, je me suis demandé, moi, est-ce que le kilt est finalement interdit sur les terres américaines, étant donné que pour l'instant c'est la propriété de la couronne anglaise? C'est pas sûr. Et en même temps, on peut se demander si ces Anglais qui ont l'air assez jeunes, s'ils ont connu Culloden ou s'ils étaient là en 1746 lors de la rébellion jacobite. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est une partie de l'histoire qu'ils ne peuvent pas ignorer.
Il y a peu de choses que je n'ai pas aimées dans l'épisode, mais ce qui m'a vraiment un peu heurtée, c'est le fait que Brianna découvre que Bonnet n'est pas mort juste le jour ou le soir de son mariage. C'est un peu dur. Alors c'est sûr que ça apporte de la tension dramatique, mais je me dis qu'on aurait pu différer ça peut-être dans l'épisode 2. Est-ce vraiment nécessaire de l'avoir maintenant? Bref, donc ça, je trouve ça un peu dur à encaisser. Et une autre chose aussi, c'est que je trouve que Claire le rôle de Claire dans l'épisode est assez effacé. Alors Jamie est clairement mis en valeur, j'en reparlerai d'ailleurs, hein, en long et en large. Mais voilà, Claire, je trouve qu'il n'y a pas assez de Claire et moi j'adore ce personnage, donc du coup voilà, c'est pour ça que je voulais en parler ici. C'est vrai qu'on la retrouve dans son rôle, hein, elle est en fait, elle est à l'arrière-garde, hein. C'est une mère de famille qui assure un peu ce rôle de soutien de toute la famille, de confidente. Elle est présente. On sent que c'est une présente rassurante pour tout le monde, notamment pour Jamie et aussi pour Brianna. On la découvre aussi médecin de la communauté de Fraser's Ridge, avec beaucoup de travail. Et donc, cette remarque de Jamie qui lui dit « il va falloir que tu te trouves un lieutenant », on sent que ça c'est prémonitoire et que rapidement, dans les épisodes qui vont venir, Claire va avoir besoin d'une assistante. Et je ne vais pas en dire plus là, mais si vous avez vu un peu les petits clips et les bandes annonces qui ont été diffusées tout au long du mois de janvier et février, on sait qui va être aux côtés de Claire pour l'aider un peu dans sa tâche, dans sa tâche de médecin. Je commence par vous parler du mariage et je trouve que ce mariage de Brianna et Roger réunit vraiment tous les ingrédients d'un mariage tel qu'on peut se l'imaginer. Et ce que je voulais dire en préambule, c'est que cette cérémonie, ce mariage fait vrai. Alors, bien sûr, j'imagine qu'il y a eu un peu de scénarisation et il y a un script qui a servi de support à tout ça, mais vraiment, on ne le ressent pas. Ça n'a pas l'air d'être joué par les acteurs. Il règne une bonne ambiance, une ambiance festive, et le trait n'est pas forcé. On a vraiment ce sentiment que les gens qui sont là s'apprécient et ont plaisir à être ensemble. En tout cas, à l'écran, c'est ce qui transparaît, et ça fait plaisir, vraiment. C'est pas surjoué. Et donc, ce qu'on attend dans un mariage, je vais essayer de prendre les ingrédients quasiment un par un. Tout d'abord, c'est une belle mariée dans une belle robe. Et très, très sincèrement, j'aime beaucoup la robe de Brianna. Elle est complètement différente de la robe que Claire avait portée lors de son mariage dans la saison 1. C'est la même couleur, ce blanc crème. Il y a également des broderies, là ce sont des chardons. Et en fait, elle est plus sobre que celle de Claire, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de jupon avec de cerceaux en dessous, ça donne plus de sobriété. Et elle va magnifiquement bien à Brianna, Sophie. Il y a une petite interview écrite qui a été faite par une journaliste avec Trisha Bigard, donc la nouvelle costumière, qui explique combien de temps il a fallu pour créer cette robe, combien ils en ont créé, et pourquoi elle a choisi de se détacher un peu du bleu, qui est la couleur de la robe de Brianna dans le roman. Donc pour la petite histoire, en quelques mots, il y a énormément de chardons. Il y en a un qui a été fait en 3D, qu'on voit sur l'avant de la robe. Donc c'est un rappel à l'Écosse, c'est subtil. Et le tissu qui a été utilisé pour faire cette robe, en fait, a priori, il aurait été utilisé, il aurait été pris dans la garde-robe de Jocasta. Et c'est Claire qui a priori est une bonne couturière qui aurait cousu la robe à Brianna. D'ailleurs, les dernières petites touches qu'elle met à la robe semblent confirmer cela. Alors, après une belle robe, ce qu'on a dans un mariage aussi, ce sont des parents très fiers, très heureux de marier leur fille, et aussi avec ce petit pincement au cœur, ce cœur qui se serre de voir leur enfant partir. Aussi bien Claire que Jamie, on les sent vraiment émus et aussi, très, très fiers de leur fille. On a un papa qui veut que tout soit parfait,
Et là, c'est Jamie qui endosse ce rôle-là avec cette scène, quelque chose de vieux, quelque chose de bleu, quelque chose d'emprunté, qui est sympa à regarder et qui est touchante en même temps. On connaît ce Jamie, voilà, très fort aussi, mais on le sait, très sensible. Et là, il avait vraiment à cœur que tout soit bien pour le mariage de sa fille. Et le fait que Brianna relève qu'il a pensé à tout ça, voilà, on se dit, bah oui, enfin, c'est Jamie, il est juste parfait, donc c'est normal qu'il y ait pensé. Dans un mariage, on a un beau bouquet de fleurs, et celui de Brianna donc, a été fait par, ou en tout cas en partie par Jamie, qui a mis la touche finale avec cette fleur bleue. Moi, je crois reconnaître un myosotis. Je pense que certaines d'entre vous ont aussi vu que c'était des myosotis, donc ces fleurs que Claire cueille sur la colique de Craignadoon au premier épisode de la saison 1 et qui fait qu'elle traverse en fait. Elle est tellement près de la grande pierre dressée. Donc, connaissant les concepteurs de la série, je pense que ce n'est pas un hasard et c'est un joli clin d'œil. Dans un mariage, on a une belle cérémonie avec une belle déco. Il y a à boire, il y a à manger. Le gâteau des mariés, c'est pas une pièce montée, mais c'est un énorme gâteau. Il y a aussi des invités, beaucoup d'invités. Il y a la famille, les amis, les voisins, et on les retrouve. Les proches sont là. Et puis il y a aussi tout l'entourage et les gens qu'on ne connaît pas trop, les gens de Fraser Ridge. Pour ceux qui ont lu les romans, on reconnaît certains personnages qui vont sans doute être développés plus largement dans les épisodes à venir. Je pense notamment au couple Monsieur Madame Bug. Je pense à Isaiah Morton. Là, on l'a vu, il a été nommé. C'est le premier à prêter serment à Jamie à la fin de l'épisode. Mais il est aussi dans le cercle des invités, des jeunes invités qui font des jeux ensemble. Il y a de la musique, et là, il y a même des musiciens en live. C'est sympa, il y a de la danse, il y a plein d'enfants qui s'amusent et qui courent partout. D'ailleurs, quand on fait une lecture de l'épisode en prêtant attention à ce que font les enfants, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Donc, il y a des gens qui rient, et puis j'en ai parlé, il y a ces jeux. C'est drôle. Et puis, pendant un mariage, on a aussi ces personnes qui se souviennent de leur propre mariage. Donc, on a une petite image de Fergus et Marsali. On sait très bien que lors des vœux, ils pensent à leurs propres vœux. Et puis, bien sûr, alors là, c'est même encore plus... Enfin, on ne nous met pas le doute puisqu'il y a un flashback en image qui nous est montré du mariage de Claire et Jamie. Et on sent bien qu'au moment des vœux de Brianna et Roger, ils sont partis ailleurs et ils repensent à leurs propres vœux. Pendant un mariage, on a une pensée pour les absents, ceux qui n'ont pas pu être là ou ceux qui sont morts. Et donc là, une petite pensée à Frank qui est touchante. C'est quelques secondes, mais c'est bien. C'est bien qu'on n'oublie pas Frank. Il a quand même élevé Brianna pendant près de 20 ans. Donc forcément, elle pense à ce père-là. Et on pense aussi à Willie, donc le fils biologique de Jamie, élevé par Lord John. Ce qu'on retrouve aussi dans un mariage, c'est une bague. Et là, la bague de Brianna, c'est Murtagh qui l'a fabriquée, puisqu'on sait qu'il est forgeron. Il y a le baiser des mariés. Il y a l'échange de vœux et des consentements, j'en ai déjà parlé. Puis enfin, il y a une nuit de noces. Et cette nuit de noces, elle a été amenée par cette musique, ce chant joué à la guitare par Roger à Brianna. Et puis avec ce love montage, comme l'appellent les acteurs, où on a une succession d'images entre la nuit de noces de Brianna, Roger, et bien la scène intime entre Jocasta et Murtagh, et puis Claire et Jamie. C'est la plus belle pour moi. Enfin, c'est le couple qu'on aime et c'est le couple qui a une vraie alchimie à l'écran et on le ressent. Franchement, c'est la plus belle scène. Alors, il y a un peu d'humour avec la présence du bébé, mais néanmoins, voilà. On se laisse porter. Et avec ce mariage, on nous a donné à voir des choses qu'on aimait bien dans la série.
Je le disais en introduction, dans cet épisode, il y a plusieurs types de serments. Et mais le premier, et celui qui, bien sûr, est le principal dans l'épisode, c'est celui qui existe entre Murtagh et Jaime. Le serment que fait Murtagh à Jaime au tout début de l'épisode, quand Jaime est enfant, c'est directement tiré du tome 2 de la série des romans de Diana, chapitre 19. Et donc, Murtagh avait promis à Hélène, la maman de Jaime, de veiller sur lui en tant que parrain, et donc de faire en sorte que, voilà, que tout se passe bien pour lui, et puis d'être toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Et donc, ce serment ouvre et ferme l'épisode dans une sorte de cercle et de boucle qui se referme, puisque à la fin de l'épisode, Jaime libère Murtagh de son serment. Car la cause pour laquelle se bat Murtagh est pour l'instant incompatible avec le serment que Jaime a lui prêté aux Anglais. La scène finale est bouleversante, elle tire les larmes, certainement parce que le jeu de l'acteur, de Sam Yuan est parfait. L'émotion qu'il joue pour Jaime est tellement réel et sincère que on se laisse aussi porter à l'émotion. Et Jaime est confronté à ce cruel dilemme qui l'oblige à éloigner son parrain, cet homme qui s'est toujours battu à ses côtés, qui a toujours été là pour lui. C'est très intense émotionnellement. Et d'ailleurs, les deux scènes, celle d'ouverture et de fermeture de l'épisode, sont bien mises en parallèle, puisqu'on retrouve dans le décor le tronc d'arbre. Donc, en ouverture, c'est Jaime qui est assis dessus, et à la fin de l'épisode, c'est Murtagh. Alors, l'autre serment, qui est d'une nature différente, c'est le serment de mariage entre Roger et Brianna. Et comme le faisait remarquer Jocasta, enfin mariés, elle dit ça à Brianna dans l'épisode. C'est vrai que Roger et Brianna sont passés par des hauts et des bas. Les saisons passées ne les ont pas vraiment épargnés. Et les vœux qu'ils échangent là, les yeux dans les yeux, sont vraiment sincères. Je trouve que le regard de Brianna est vraiment doux. Roger aussi, d'ailleurs. On n'a pas à douter là de leur amour et de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. On sent que ces deux personnages sont très proches, qui sont aussi vraiment complices et très amoureux l'un de l'autre. Et pour moi, c'est important que ces bases-là soient posées dès le premier épisode. On va se soucier de ce qui peut leur arriver en tant que couple et en tant que personnage. Et voilà, le serment qu'ils se font là est un écho au serment que Claire et Jaime s'étaient fait dans l'épisode 7 de la saison 1, leur mariage, que beaucoup d'entre nous ont vraiment adoré. Pour beaucoup de fans, c'est l'épisode du mariage et l'épisode préféré de toute la série Outlander. Donc là, on s'y retrouve un petit peu, et notamment avec le flashback en images. Alors, autre serment, c'est celui que Jaime a fait au gouverneur Tryon. Ce serment avait été fait en saison 4, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il coûte cher. Donc, pour mémoire, le gouverneur avait proposé une terre à Jaime en Caroline du Nord en échange de la parole de Jaime d'établir des gens sur cette terre pour l'exploiter, pour la coloniser. Au nom de la couronne anglaise. Et puis aussi, l'autre contrepartie que Tryon avait demandé à Jaime, c'est de répondre présent en cas de demande expresse de sa part pour servir la cause de la couronne anglaise. Alors on se rend compte que jusqu'à là, Jaime l'a un peu baladé, essayé de gagner du temps en lui faisant des rapports par lettre. Mais bien sûr, le gouverneur Tryon n'est pas dupe de ce que Jaime a essayé de faire. Et là, il est venu le jour du mariage pour lui demander et exiger de lui qu'il se mette en chasse contre les régulateurs. Et il réclame leur tête, très clairement. Il veut des têtes et il compte bien sur Jaime. Donc, comme le dit Claire à Jaime, it's time. C'est le moment, quoi. Il a plus le choix, il ne peut plus reculer et il ne peut plus louvoyer il doit faire face à cette exigence de Tryon. Un autre serment, c'est celui que Roger prête à Jaime en fin d'épisode. Pour moi, ça va au-delà du serment que Jaime impose à Roger. Avec ce geste, pour moi, Jaime s'assure de la présence rapprochée de Roger à ses côtés pour plusieurs raisons, sans doute. Premièrement, pour le protéger. Et ensuite, je pense aussi pour le former, lui apprendre les rudiments du combat, en fait.
Et lors de cette scène, on voit qu'ils se surprennent mutuellement. Roger est surpris d'être nommé capitaine. Je pense qu'il a très bien compris pourquoi Jamie fait ça. Et Jamie, d'un autre côté, est surpris que Roger arrive à réciter le serment sans avoir besoin de le répéter juste après lui. Alors, est-ce que Roger connaissait les termes du serment parce que c'est un historien, ou est-ce qu'il a surtout mémorisé ce qui avait été dit juste avant par Isaiah Morton? Les deux raisons sont valables, et j'ai pas envie de choisir, mais ouais, en tout cas, il surprend beaucoup Jamie. Et on sent que leur relation est balbutiante, ils sont en recherche de confiance mutuelle. Ils ne se détestent pas vraiment, mais voilà, les griefs que Jamie a à l'encontre de Roger sont encore tenaces et il ne demande qu'à être surpris. Et Roger, de l'autre côté, n'est pas dupe de l'opinion que Jamie a vis-à-vis de lui, mais il respecte son beau-père et ça va même au-delà du respect. Ouais, il l'admire aussi, sans doute. Et enfin, dernier type de serment, c'est le serment que prêtent les gens de Fraser Ridge à Jamie. Cette cérémonie qui ressemble à un gathering, un serment d'allégeance, et le discours m'ont rappelé clairement l'épisode, ça doit être l'épisode 4 de la saison 1, le serment d'allégeance au château de Léoc. Gollum m'avait impressionné par sa prestance, par sa présence et par ses qualités d'orateur. Je me souviens avoir dit dans mon écryptage de cet épisode que malgré son handicap physique, en fait, c'était une personnalité très forte et dont l'autorité n'était pas remise en cause. Et Jamie a souvent été comparé à Gollum, notamment dans la saison 2 aussi. Et le discours que Gollum avait fait aux gens de son clan dans l'épisode 4 avait déjà quelques échos dans l'épisode Je suis prêt, quand Jamie avait fait ce discours pour engager ses hommes à se battre. On avait déjà vu alors ses talents d'orateur, de rassembleur. Et ici, ce ne sont pas les membres d'un clan, mais ce sont les gens que Jamie a installés, tous ces colons qu'il a installés autour de lui sur Fraser's Ridge. C'est un grand ensemble, ce sont des voisins, parfois sans doute même des amis. Et tout comme Gollum avait organisé la cérémonie du serment d'allégeance pour s'assurer de la loyauté des membres de son clan, avant le soulèvement jacobite, Gollum sentait que quelque chose se tramait. Ici, Jamie s'assure de la loyauté des gens du Ridge avant la guerre d'indépendance qui arrive et dont il sait qu'elle arrive grâce à Claire. Et donc, dans ce dernier zoom, je vais vous parler des personnages et essayer de voir où ils en sont. C'est vrai que du temps a passé depuis la fin de la saison 4 et probablement que entre 6 et 9 mois se sont écoulés depuis le dernier épisode de la saison 4. Je dis ça en regardant un peu le bébé de Brianna et puis la construction de cette maison à Fraser's Ridge. Je pense qu'il a fallu au moins ce temps-là pour avoir ce résultat. Alors, je vais essayer de prendre les personnages un par un, ou alors un couple. Je commence justement par le couple Fergus et Marsali, qui est vraiment un couple qui m'est sympathique. On découvre au cours de l'épisode que Marsali est une nouvelle fois enceinte, et cette Marsali est vraiment attachante. Déjà dans la saison 4, c'est un personnage secondaire, mais pourtant que j'aimais beaucoup. Sa scène lors du jeu avec les virelangues, où voilà, poisson cru, poisson cuit. Enfin, elle est hilarante. Cette actrice, vraiment, elle est rentrée dans son rôle, vraiment excellente, et c'est elle qui emporte tout. C'est très très bien joué. Fergus est plus en retrait dans l'épisode, mais il est présent au moment clé, à la fin, lorsque Jamie l'appelle lors de la cérémonie du serment, et fils de mon cœur, ouais. Par ces mots-là, Jamie nous rappelle tout l'attachement qu'il a pour Fergus, et aussi qu'il le considère clairement comme son fils. Depuis la saison 2, on n'a pas de doute là-dessus, et même maintenant que Fergus est adulte et père de famille,
il y a toujours ce lien-là entre eux. Et on sait que Jamie va l'emmener avec lui dans ses combats, malgré son handicap. Et on se souvient de la demande que Marsali avait faite dans la saison 4. Alors, elle avait demandé à Murtagh de ne pas laisser Fergus à l'écart. Et là, ouais, pour moi, c'est comme un écho, en fait. Et le fait que Jamie l'emmène, ouais, ça a beaucoup de sens. Et d'ailleurs, on voit que Marsali réagit et qu'elle est fière. Elle est très fière. Alors, autre personnage, c'est Murtagh. J'en ai déjà un petit peu parlé en parlant du serment entre lui et Jamie. Et Murtagh, lui, il veut mener sa guerre. Il est déterminé. Et déterminé malgré son histoire avec Jocasta. Et malgré son attachement à Jamie et au dilemme que ça crée pour lui. Donc, pour rappel, Murtagh est le chef des régulateurs qui crée beaucoup d'agitation en Caroline du Nord. Le livre à ce sujet nous donne plus de contexte sur les exactions que font les régulateurs. Mais pour rappel, en fait, à ce moment-là, l'Angleterre sort d'une guerre contre la France qui a vidé les caisses de l'État anglais. Et pour renflouer ces caisses, la couronne anglaise a décidé de faire financer cela par des taxes qui sont imposées aux colons américains. Alors c'est très injuste, en tout cas ça semble très injuste, et effectivement il y a pas mal de colons, et notamment les régulateurs, qui refusent de payer car ils n'ont pas de représentants politiques à Londres. Alors c'est pas le Parlement, mais bref. Et donc il y a cette opposition entre les colons qui se disent patriotes, en fait, donc qui sont opposés aux loyalistes qui, eux, tiennent avec le roi et la couronne anglaise. Ouais. Donc voilà, Murtagh, lui, veut mener sa guerre et on sent que ça va pas tarder. Donc, j'ai envie de parler aussi de Jocasta, puisqu'elle vit son histoire avec Murtagh un peu comme une jeune fille. Cette femme doit avoir 70 ans, enfin entre 65 et 70 ans, et elle se promène la nuit en forêt, comme elle le dit, pour retrouver son amant dans une cabane. C'est très romantique quand on y réfléchit. Et on retrouve le caractère bien trempé des Mackenzie. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Que ce soit à Murtagh, à Brianna, à Roger. Alors, on découvre, et on le savait, que c'est une veuve qui est convoitée. Car elle est propriétaire d'un grand domaine d'exploitation, River Run. Et donc, elle a une demande en mariage de Duncan Innes, ce qu'elle apprend à Murtagh. C'est un personnage qui est bien connu des lecteurs du roman et qui est important pour la suite. Et d'ailleurs, je pense que c'est lui que l'on voit discuter en arrière-plan avec le révérend qui a marié Brianna et Roger, au moment où, pour la première fois, Jamie et le gouverneur Tryon discutent ensemble lors du mariage, au moment des félicitations qui sont adressées aux mariés. La scène que Jocasta a avec Roger, elle est tirée directement du roman, plutôt saison 4, je ne sais plus, tiens, à vérifier, tome 4. Bref, et je me suis demandé comment interpréter les mots que Jocasta échange avec Ulysse une fois que Roger est parti et qu'il lui a dit ses 4 vérités. Ulysse, pour vous rafraîchir la mémoire, demande à Jocasta, alors c'est ce que vous attendiez? Et elle répond, c'est même mieux. Alors, est-ce qu'elle voulait vérifier les intentions de Roger par rapport à Brianna et à Jamie, donc s'assurer que c'était bien l'homme qu'il leur fallait? Ou juste s'assurer qu'il en a, en fait, qu'il est capable de se rebeller et de montrer qu'il a du caractère. Parce que jusque-là, je pense que Roger avait plus montré un caractère plus tendre, ou à ne pas trop s'affirmer, en fait. Alors, je ne sais pas, entre les deux, vous me direz, tiens, ce que vous en pensez. Autre personnage, c'est le gouverneur Tryon. Et alors... je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le Bonnie Prince Charlie de la saison 2. Pour moi, c'est un peu la même figure de personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage détestable, c'est un antagoniste, mais pas un méchant, dans le sens où on l'entend, il n'est pas méchant avec Jamie parce qu'il lui en veut, mais et le Bonnie Prince Charlie, c'était un peu ça. Il faisait des choses qui étaient contraires à ce que, au cours,
contraire à ce que Jamie voulait, mais c'était pas intentionnel contre lui, si vous voulez. Et donc lui, c'est un représentant de la couronne, hein, c'est un officier anglais qui agit sur ordre. Il est gouverneur de la colonie de Caroline du Nord. Et donc lui, son rôle, hein, c'est de s'assurer de faire régner l'ordre dans la colonie et collecter les taxes pour la couronne. Donc ce faisant, c'est forcément un personnage qu'il va falloir qu'on déteste. Et l'acteur Tim Downey a bien endossé ce rôle-là. Vous l'avez sans doute vu, vous le savez, hein, mais cet acteur a déjà tourné avec Sam Yuan, notamment dans une publicité il y a une dizaine d'années peut-être pour une bière. Et ça formait un duo comique vraiment sympa. Voilà pour la parenthèse. Quelques mots sur Lizzie, qui elle aussi a quelques mots, donc on ne l'oublie pas, et c'est un personnage secondaire dont on va avoir à se soucier. Et on la découvre déjà sous le charme de Josiah Bersley, le chasseur. Alors bon, Lizzie, je ne sais pas trop quoi en penser. Elle fait un peu cruche quand même, hein. Sans être trop méchante avec elle. Mais oui, elle a un petit peu cette innocence. Elle est jeune, quoi. Et on voit qu'elle craint Jamie, hein, lorsque Jamie sort de la maison. Et on voit son petit mouvement de recul et sa réaction. Donc oui, une jeune fille, il va falloir qu'elle grandisse. Quelques mots sur Lord John. Donc lui, il est présent au mariage. C'est pas le cas dans le roman, mais il est là en véritable ami, en homme de confiance. Il connaît très bien Jamie. Ils connaissent les secrets l'un de l'autre et ils les gardent, hein, ils les défendent secrètement quoi qu'il arrive. Et même si le moment qu'il a avec Jamie est bref et porteur de mauvaises nouvelles, on sent la solide amitié qui lie ces deux personnages. Et les autres moments où on le voit, l'autre moment où on voit Lord John, c'est drôle et en même temps on a un petit pincement au cœur puisque à la fin de l'épisode on le retrouve tout seul, entouré d'hommes saouls qui cuvent leur vin et lui est tout seul. Donc ouais, on est un peu pincé. Alors, autre personnage, c'est Brianna. On sent que sa relation est bien posée maintenant avec Jamie, hein. Elle a vraiment pardonné les choses qui avaient pu se passer dans la saison 4. On sent l'amour qu'il y a entre eux. Et de ce point de vue-là, la scène avant la cérémonie est très émouvante, hein. Elle dit des mots qui sont très touchants à Jamie et qui sont d'une grande sensibilité. Et on voit qu'elle fait mouche, hein. Elle a les mots justes. Quand elle lui dit qu'elle est très contente de ne pas avoir à l'imaginer, d'avoir son père à ses côtés. Et le « je suis prêt » prononcé comme ça, très, très, très touchant. Donc le lien entre elle et Roger, j'en ai déjà parlé. Et je trouve que Brianna est douce dans cet épisode et ça contraste un peu avec certaines scènes un peu plus tempétueuses des autres saisons. Ce qu'on voit aussi pour elle, c'est que le traumatisme Bonnet n'est pas réparé, évidemment. Victime de viol, je pense qu'on n'oublie jamais. Et le fait de découvrir là qu'il n'est pas mort, ça ravive forcément cette blessure. Et la crainte de devoir lui faire face peut-être à nouveau. Et ce qu'il y a aussi autour de Brianna, c'est toutes ces choses un peu du futur, hein, lorsqu'elle parle du twist, comment s'appelle l'autre danse, je ne sais plus maintenant, du mashed potatoes, voilà, qu'elle parle du gâteau, des traditions, de son d'Amérique. Tout ça, c'est des petites choses qui sont distillées pour qu'on n'oublie pas qu'elle vient du futur. J'en viens à vous parler de Roger, du coup. Lui, on découvre qu'il a envie, hein, peut-être de retourner dans le futur, ce qui fait tiquer Brianna d'ailleurs. Néanmoins, Roger a accepté Jamie comme son fils, hein. Il le prouve. Et d'ailleurs, quand il fait cette petite cérémonie qu'on peut apparenter un peu à un baptême, quand il dit qu'il aurait dû faire ça depuis longtemps, moi j'ai l'impression qu'il s'adresse autant à nous, téléspectateurs, qu'à Brianna, puisque c'est une chose, cette scène-là, qui est tirée du tome 4 des romans, chapitre 66. Et c'était à regret que les fans des romans n'avaient pas pu profiter de cette scène-là dans la saison 4. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ça aurait dû être fait devant toute la famille, hein, devant
Jamie, Claire, Jocasta également. Mais pour des raisons de disponibilité des acteurs, la scène a finalement été tournée dans l'intimité de la cabane de Brianna et Roger. Mais en tout cas, ce qui est posé, hein, c'est l'incertitude quant à la paternité du bébé. Voilà, on avait peut-être pu l'oublier, encore que je ne pense pas, mais voilà, ça nous rappelle ça. Et on voit ce Roger qui va devoir s'intégrer. C'est un prof d'université, un prof d'histoire. Il n'est pas du tout adapté à cette vie au XVIIIe siècle, mais on sent qu'il fait des efforts. Il cherche sa place. Et sa place ne va pas être facile à trouver face à un beau-père qui rassemble beaucoup de qualités, soyons francs. Hein. Le roi des hommes, c'est Jamie. Ce qu'on ressent, et je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour Jamie et la volonté de bien paraître à ses yeux. Et il est néanmoins très humble. Donc ce personnage qui a été beaucoup malmené, selon moi, dans la saison 4, la saison passée, on espère qu'il nous sera plus sympathique. En tout cas, l'acteur mérite ça, parce que quel que soit le répertoire qu'on lui demande de jouer pour jouer Roger, il le fait admirablement bien. Et je ne parle même pas de sa voix et de son chant. C'est magnifique. Et enfin, le dernier personnage dont je veux parler, c'est Jamie, parce que vraiment, Jamie, lui, il occupe tout l'épisode. Hein. Je le disais déjà à demi-mot tout à l'heure lorsque je parlais de Claire. C'est vraiment son épisode. C'est la figure paternelle, c'est le chef d'une famille élargie hein, qui s'étend jusqu'aux membres de Fraser's Ridge. Jamie a beaucoup d'envergure. On retrouve son autorité naturelle, sa force, et en même temps ses faiblesses. Et c'est ce qui fait qu'on l'aime, soyons francs. Et ses faiblesses, ce sont surtout lorsque ça touche à sa famille, à l'amour qu'il leur porte. Et il le dit d'ailleurs en parlant de Roger à Claire, hein, l'amour peut faire soulever des montagnes ou donne beaucoup de courage, mais l'amour rend aveugle et il fait parfois perdre le bon sens de ce qu'il faut faire. On le retrouve ému hein, quand il découvre Brianna dans sa robe de mariée. Alors ça aussi c'est superbement joué par l'acteur, mais dans son regard on sent la fierté qu'il a pour sa fille et on sent aussi l'émotion et la peur de la perdre, enfin plein de choses. Hein, et peut-être aussi que dans son regard il y a cette notion de c'est la première fois qu'il voit Brianna non pas comme sa petite fille mais comme une femme, comme une belle femme. Et on retrouve aussi cette émotion et les larmes, hein, les yeux mouillés à la fin de l'épisode lorsqu'il est avec Murta et qu'il est obligé même de tomber à genoux sous le coup de son émotion. Ce qu'on voit aussi dans l'épisode, c'est que il essaye d'accepter Roger. C'est difficile, hein, il y a beaucoup de petites piques à l'encontre de Roger qui sont distillées à droite et à gauche, soit en face ou dans sa barbe. Lorsqu'il dit qu'il est bon chanteur mais pas chasseur au gouverneur Tryon, lorsqu'il dit qu'il n'est pas bricoleur. D'ailleurs, il ne peut même pas se raser, hein, puisque c'est lui qui est obligé de le raser le jour de son mariage. Et puis, il dit que c'est un hérétique. Et on le découvre à travers la voix du petit Germain. Et alors ça, on a ce jeu de mots-là uniquement si on regarde en version originale, parce que ça n'a pas pu être traduit en français. En tout cas, ça a été traduit mot pour mot, mais du coup, ça n'a aucun sens lorsque le petit Germain vient féliciter Roger et que Roger le prend dans les mains et qu'il frotte un peu avec le poing, il frotte les cheveux de Germain et Germain lui dit « Mais non, mais ne me touche pas, grand-père dit que tu as des tics de cheveux. » C'est comme ça que c'est traduit en français. En anglais, c'est hair ticks. Et en fait, hair ticks, c'est juste parce que le petit Germain n'a pas compris et ne peut pas comprendre le sens du mot heretics, hérétique. Et donc mais Roger a très bien compris. D'ailleurs, il en parle juste après dans la scène avec Brianna où ils sont en train de manger le gâteau, de couper le gâteau. Et bon, alors pour parler de Jamie, j'en reviens à lui. Il a quand même une grande conscience de son devoir de protéger Roger, de protéger cet homme que sa fille a choisi. Et on sent bien que malgré les petites piques qu'il a distillées, il va le faire. Hein, et il y a pas, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et donc, on découvre Jamie aussi dans cette grande maison qui n'est pas finie, qui est encore en chantier. Et on découvre que les hommes de Fraser's Ridge l'ont aidé.
J'en ai terminé de mes zooms. Passons à la conclusion. On arrive donc à la fin de ce décryptage. Qu'est-ce qui nous attend dans l'épisode suivant, hein? Les bases sont posées en tout cas, et même si j'ai évité d'aller trop regarder les bandes annonces et les images qui sont diffusées là sur Internet, sur les réseaux sociaux concernant l'épisode 2, on sent que l'affrontement entre les régulateurs et Jamie arrive. C'est fini le temps des fêtes et des festivités du mariage. On va directement rentrer dans l'action. Je pense que ça va être palpitant. En tout cas, moi, cet épisode qui démarre la saison 5 est absolument magnifique. Je l'ai adoré pour toutes les raisons dont j'ai parlé, pour ce retour à l'Écosse, pour les bons sentiments, pour le fait qu'on s'attache aux personnages. C'est important que les personnages respirent, qu'on les repositionne dans leurs intrigues, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vont devoir affronter. J'ai hâte de découvrir le deuxième épisode, plus que 2 jours à attendre. Mais j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime. Venez commenter soit sur la chaîne YouTube ou sur Facebook, la page Outlander Addict. Et si vous avez vraiment adoré, abonnez-vous. Comme ça, vous serez informé très rapidement des futures sorties de décryptage. Pour approfondir l'épisode, vous pouvez aussi aller voir la vidéo en coulisses de l'épisode 1, saison 5, qui a été traduite avec les sous-titres français et qui est disponible sur la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Maya J, qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps à sous-titrer certaines vidéos. Donc, un grand merci à toi, Anne-Marie. Je le fais sur la vidéo décryptage parce que c'est important pour moi. C'est très précieux l'aide que tu m'apportes. Vous trouverez également sur mon site internet www.outlander-addict.com différentes autres choses en rapport avec la série. Et je vous donne rendez-vous très très vite pour le décryptage de l'épisode 2. Je crois que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de les faire au fur et à mesure. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.